rapide fiche technique. Ce film est sorti donc le 30 août 2000. Il dure donc 1h46. Il a été réalisé par les frères Cohen, avec notamment George Clooney, John Turturro et Tim Blake Nelson. Ça a été tourné en grand angle. Il faut savoir quelques petites anecdotes. Donc, Clooney a accepté le rôle avant même d'avoir lu le scénario. Ce film a remporté un prix et 12 nominations. Et l'album a été produit par T-Bone Burnett. Et alors, si vous vous demandez si c'est vraiment Clooney qui chante, je vous dis non. Ils ont essayé avec Clooney, mais vu qu'il était tellement mauvais, au final, ils ont pris des vrais chanteurs country et ils ont doublé à la fin. Donc du coup, les gens qui chantent toutes les chansons, c'est des professionnels, c'est des vrais chanteurs. Alors, les références 11. Wow, on a un gagnant. Hein? Non, il y en a 23. Ah ouais, mais 11 c'est pas mal. Mais c'est pas mal d'avoir trouvé. C'est pas mal. Essaie de les justifier rapidement. Peut-être qu'il y en a qu'on n'a pas trouvé, donc du coup... Ouais, on va voir, je vais comparer en même temps. Bon. D'abord, il y a Ulysse, ouais. Homer. Ouais. Vas-y, il y a la masse là, tu peux y aller. Ulysse, Homer, il y a le brigand qui s'appelle Nestor, comme ça. Oui. Nestor. C'est un des personnages. Enfin, celui qui joue Sam Gavill, oui, qui s'est électrocuté à la fin, ouais, d'accord. Le mec qui a lu l'Odyssée, mais bien. Non, alors après t'as les sirènes qui chantent dans la forêt. Ouais. Pas de terre. C'est pas ça. Un homme sans terre. Un homme sans terre. Il dit à un moment, n'est pas un homme. C'est ça. Et un homme sans terre n'est pas un homme. Et il me semble qu'il dit ça quand il ne sait pas où aller, enfin pour retrouver Ithac. Il dit un homme sans terre n'est pas un homme. C'est l'épithète. Ah oui. C'est l'épithète d'Ulysse. Voilà. C'est comme ça qu'on l'appelle. Quand il dit law is a human institution, ça c'est Poséidon, je crois qu'il dit ça. Enfin, il dit. À vérifier peut-être. Est-ce que le flic c'est. Ah non, pour le coup, je suis impressionnée là. Après, alors, mon camarade. Mais faut pas le dire. Mais ouais, dans ce cas, je laisse la crêpe au dernier on était dessus. Donc, quand il décrit le diable, donc on m'a dit qu'apparemment, Ulysse va à une relation avec Hadès. Non, mais ça fait un peu Hadès et Cerbère, quoi. Comme, on peut le voir comme ça. En fait, c'est le chant de l'Odyssée. Donc, policier, enfin, le chef de la police, en fait, on peut plus le voir comme Poséidon. À chaque fois, vous remarquerez qu'il apparaît avec la tempête. Et le chien, oui, Cerbère, ça peut le faire. Moi, j'avais plus pensé au chien d'Ulysse qui fait tout pour retrouver sa trace, qui le poursuit partout. Mais... J'avoue que ça faisait un peu flou, quoi. Après, il y a les déguisements quand il entre dans le. Les déguisements, ouais. Il se déguise. Donc on n'a pas trop. Enfin, c'est difficile de voir. Est-ce que le Pénélope c'était Mississippi ou c'était la femme, parce qu'en fait on a du mal. Il y avait un seul courtisan. Alors qu'il me semble que dans l'Odyssée il y a plein de courtisans et elle n'en a pas choisi. Oui, mais le nom de sa femme, tu te souviens ou pas? Pénélope. Enfin là. Ouais, là. Ah non, je ne me souviens pas. Ah, c'est Penny. Penny. Pénélope, Penny, ça. Ouais, Pénélope Penny. Ouais, donc du coup on est à 8, 9. 9, ouais. Et je crois que. Après. Si, bah, il chante tout le temps parce que c'est un chant, tu sais. On l'accorde. Non, mais c'est bien vu. Non, mais globalement, de toute façon, c'est interminable. C'est un travail, mais incroyable. Alors, I have no name, évidemment, au début. Ah ouais, pas mal. En fait, je pense que à nous tous, à nous tous, vous l'aurez. Il y a le cyclope. Le tout le texte au début. Alors, il y a un truc. Apparemment, c'est tiré par les cheveux, mais il sort un cochon au début. Oui. Est-ce que ce serait pas un cochon sur Alors, vous allez remarquer, de toute façon, on va débriefer tous ensemble, mais félicitations. Vous allez remarquer qu'en fait, c'est une réécriture. Enfin, c'est rempli de références à l'Odyssée. C'est assez incroyable parce qu'en fait, par exemple, l'épisode des Lavandières, en réalité, il y a au moins 5 références. 5-6 références, rien que dans cet épisode. Les 3 femmes. Il y a Nausicaa, vous avez Circé qui transforme les compagnons d'Ulysse en cochons. Vous avez les lotophages, qui sont souvent oubliés, qui mangent les nénuphars. Lotophage, lotus, les nénuphars, ils parlent de nénuphars. Vous avez, moi je parle le conte aussi à la fin, vous avez les sirènes, enfin c'est incroyable. Ok, on reviendra de toute façon rapidement, on va juste commencer, on vous refera un débrief là-dessus, ou vous voulez que je le fasse maintenant, comme vous voulez.
Tant qu'on y est. Ah, Tant qu'on y est, tout de ok. suite. Alors attention, c'est pas fini, parce que là, je veux dire, j'ai toute une liste. Donc, il y a le devin Tiresias qui prédit l'avenir à Ulysse, donc ça, c'est la scène d'ouverture avec le vieil aveugle. Vous avez ensuite Homère, vous avez Pénélope, vous avez Ménélas, et vous avez... Le gouverneur, il s'appelle Ménélas en plus. Je ne sais pas si vous l'avez noté. Ouais, le gouverneur s'appelle Ménélas. Ménélas. Vous avez l'incantation à la muse, dès le début, qui est en fait tirée directement de l'Odyssée. Il y a quelques jeux de mots sympas, du genre filer la métaphore, mais qu'on voit plus dans la version française que... Enfin, c'est assez difficile avec leur accent super prononcé, c'est assez compliqué à voir. Mais il y a au moins 3-4 métaphores genre, qui reprennent en fait le tissage de Pénélope. Ensuite, vous avez le cousin Pite qui les héberge et qui leur donne à manger. Donc ça, en fait, c'est une version de Éoumé qui accueille donc Ulysse qui a un porcher. Donc là, on retrouve le cochon. Le cochon qui est aussi donc quand Circé transforme les compagnons d'Ulysse en cochon. Vous avez ensuite les filles d'Ulysse qui sont en fait une parodie totale de Télémaque puisqu'elles vont renier leur père alors que Télémaque va tout de suite leur connaître, l'aider. Elle, c'est genre non, bah, t'es mort, enfin on s'en fiche. Donc vous avez ensuite les sirènes qui font Nausicaa, Circé et les sirènes, enfin c'est les lavandières. Vous avez le borgne qui vend des livres, qui vend la Bible, qui est en fait le cyclope Polyphème, puisqu'il est borgne, donc c'est un cyclope, et qui est très grand aussi. Vous avez, alors il y a une super scène, moi je crois que c'est une de mes préférées, le cinéma en fait, la scène du cinéma où Delmar se fait mettre en garde par Ulysse par rapport aux femmes. Ça en fait c'est... Exactement, c'est Agamemnon aux enfers qui prévient Ulysse qu'il faut faire attention parce que les femmes sont des très vilaines créatures. Vous avez l'inondation de la vallée et donc nos trois compères qui remontent avec qui s'accrochent au cercueil. Ça fait référence à Charybdis quand il s'accroche au mât pour se sauver de la noyade. Vous avez donc le chien de la police qui retrouve Ulysse donc avec les peaux de Gomina, donc en fait c'est le chien Argos qui cherche finalement son maître. Le grand chêne devant la cabane, ça c'est le tronc de l'olivier pour le lit qui ne peut pas être déplacé. Et enfin l'alliance qui n'est pas la bonne à la fin et qui force Ulysse à repartir. Bon, bah, c'est exactement la même chose à la fin de l'Odyssée puisque Ulysse sera contraint à repartir aussi. Sinon, tu as aussi Poséidon, non? Et il y a Poséidon qui arrive avec la tempête. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a... Est-ce que le Ku Klux Klan, ça peut pas être parce qu'ils se cachent ils sont en trop blanc, ça fait un peu les moutons? Non, Ah, pardon, j'en ai oublié une, les vaches du soleil. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avec donc notre Babyface qui tue les vaches du soleil et qui se fait punir. Donc ça c'est, enfin il tue pas les vaches du soleil, mais bon c'est des vaches. C'est des vaches, mais ça fait référence à cet épisode-là aussi. Au niveau du, bon en fait globalement voilà, vous avez remarqué que c'est vraiment une totale parodie et réécriture de l'Odyssée. C'est absolument génial de voir ça. Il y a d'autres références, mais ça, je vous en parlerai dans un second temps. Je vais déjà laisser Christy vous parler un petit peu du contexte historique. Bah alors, déjà, comme vous avez peut-être noté, le film se déroule pendant la Grande Dépression. Donc, on a, comme vous avez peut-être noté, ah, tu veux garder ça? Ok. Alors, c'est pendant la Grande Dépression, vous voyez des personnages qui sont parfois réels, parfois fictifs, mais par exemple le gangster Babyface Nelson. Est-ce qu'il y a des gens qui le connaissaient avant de regarder le film? Ouais. Voilà, c'est qui? Tu peux me dire? C'était là qui était avec Ninja, je crois. Ouais. Et tu sais comment il est mort? Est-ce qu'il est mort sur la chaise? Non, il a été fusillé en fait. Ouais. Donc, Mais en gros, c'est quelqu'un de très connu aux États-Unis, peut-être, c'est mieux de dire, il a été connu. Je crois qu'en 1933 ou 32, il est devenu genre ennemi public numéro 1. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'il n'était pas du tout apprécié, c'était pas du tout un Robin des Bois, c'était un meurtrier sadique et psychopathe. Ouais. Donc c'était vraiment la dernière personne à prendre pour faire Ah oui, et il garde toujours le record du mec qui a tué le plus d'agents FBI. Donc c'est pas quelqu'un avec qui on rigole. Ouais, il a tué le chef du FBI
Ah oui, il a tué le chef. Ouais, le chef, je savais avant de pas. partir en cavale. Ok. Sinon, il y a plusieurs références. Par exemple, vous avez peut-être noté que au resto, il y a le personnage de Clooney qui commande la meilleure bouteille de vin, blabla, je sais pas quoi. Mais en gros, vous savez que pendant la Grande Dépression aux États-Unis, l'alcool c'était toujours interdit. Donc, même si on dit que le film il s'est déroulé en 1933, quand il y avait plus de, que la prohibition n'était plus là. Il reste toujours le fait qu'à Mississippi, parce que toute l'histoire se déroule à Mississippi, et la prohibition a duré jusqu'à 1966. Donc voilà, là les auteurs, on ne sait pas s'ils se sont trompés ou si c'est juste une référence pour nous faire marrer. Alors, il y a mieux que ça. Je suis tombée là-dessus en faisant quelques recherches. Je vous mettrai le lien. C'est une thèse qui, en fait, essaie de faire un parallèle entre les années 30 et les années 60, en expliquant que le film, en fait, est une espèce de mélange des références des années 30 et des années 60. Je vous mettrai le lien, c'est en anglais, mais c'est vraiment super intéressant par rapport à l'usage de la couleur, notamment, et par rapport aussi aux musiques. Ouais. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, il y a le Ku Klux Klan, que vous avez peut-être... vous avez sûrement vu. Non, pour l'avoir raté, là. Ouais, au moins. Déjà, on voit que les frères Cohen, ils se foutent un peu de leur gueule, quoi, avec la scène à la fin, qu'on peut dire c'est un peu des ex machina. On va revenir à ça plus tard. Et en gros, c'est pour dire que les frères Cohen, ils l'appréciaient pas. Et genre, plusieurs interviews qu'ils ont fait, ils ont dit que c'est une des plus grandes hontes de l'histoire des États-Unis. Et voilà. Et même, ils font référence dans plusieurs films au Ku Klux Klan, mais ça on verra un peu plus tard aussi, sur l'analyse de la filmographie des frères Cohen. Pour finir sur le contexte, donc il y a plusieurs grands éléments à retenir. Donc le Deep South avec donc le Mississippi qui se caractérise notamment au moment de la scène du baptême d'adultes. La grande procession, les gens qui marchent, et puis voilà, ça c'est typique en fait du Mississippi. Le bluegrass, c'est un style de musique en fait qui définit totalement en fait le Mississippi, donc c'est le retour à la musique américaine. Ça reprend des éléments de musique traditionnelle écossaise, irlandaise et anglaise, mais ça mélange aussi bien les populations noires que les populations blanches. Et le chanteur, donc Tommy Johnson, en fait, est un mélange de deux chanteurs qui ont vraiment existé. Et le Papy O'Daniel, que vous voyez pendant tout le film, a bien existé aussi. Et c'est un personnage assez important au Mississippi. Donc vous avez remarqué que le film est avant tout une espèce de satire politico-religieuse, sociale des États-Unis. Et merci. Et que... en fait, c'est aussi un film qui a une espèce de pot-pourri de tous les types de films qui font la filmographie américaine. Donc vous avez le film d'Évadés, le type de film des Évadés. Vous avez ensuite une espèce de comédie musicale. Donc ça, il faut savoir que c'est quand même... Ouais. Et ensuite le road movies. Donc c'est vrai que ça mélange un peu tous les genres et en même temps c'est une espèce de voyage initiatique, odyssée bizarre. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir à quel point la musique est liée à ce qu'on voit au niveau des images. Et c'est un vecteur en fait de message et d'humour qui est assez important. Par exemple, le chef du Ku Klux Klan qui se met à chanter du gospel avant de lyncher un noir. Bon, voilà, on peut difficilement faire plus ironique. Donc, au niveau ensuite... Le truc de la fuite, c'est pas un truc récurrent chez les Cohen? Oui. On y viendra aussi. Au niveau des références, est-ce que vous voyez d'autres références à part l'Odyssée? Il y en a plein. Oui. Hercule. Oui, Hercule, effectivement. Hercule. Pour les autres, ça... C'était à la fin. Ça, c'est une tâche pour une tâche herculienne, un truc comme ça. Alors, pensez... Oui. Oedipe. Avec le mec sur les rails de train qui est aveugle. Oh, ouais, mais aveugle... On peut le voir. En fait, c'est plus Tiresias dans l'Odyssée qui va prédire l'avenir. Il lui prédit qu'il va avoir une vache sur le toit d'une canonnière, et c'est exactement ce qui se passe à la fin. On pourrait voir Oedipe aussi. C'est vrai que de toute façon, avec tous les handicapés au niveau de la vue qu'on a,
Mais c'est vrai, non, pour le coup. Bah là, vous avez des aveugles, vous avez des borgnes, enfin, c'est le festival. Est-ce que vous en voyez d'autres? Il y en a quand même qui sont assez énormes comme référence. Non? Bah, allez, la grenouille. La grenouille. Il y a la princesse et la grenouille, enfin, le roi crapaud, ouais. Ça rentre aussi. Ensuite? Vous voyez pas? La gomina, ça vous dit rien du tout? Oui. En fait, ça fait référence au petit pousset. Parce que, voilà, ils sèment les pots de gomina et à la fin, bah, c'est comme ça qu'on le retrouve. Il y a le fil d'Ariane aussi à la fin. Il y a le fil d'Ariane, exactement, avec les petites filles qui sont reliées par la corde. Justement, notre chanteur de blues, vous voyez pas? Le Blues Brothers, oui. Tommy Jones, là. Tommy Johnson, ouais. Il dit quelque chose. Quand on... Vous voyez pas du tout? C'est le mythe de Faust qui vend son âme au diable pour avoir la connaissance infinie. Et enfin... ouais, on peut voir l'arche de Noé avec la vache, mais bon, moi je trouvais que c'était un petit peu... On a sauvé la vache, c'est bon, on va repeupler la terre. Oui. C'est normal que vous laissez dans le flou avec le pacte au diable? Ou Oui. est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Alors en fait, donc le personnage qui a inspiré Tommy Johnson s'appelle Chris Thomas King. C'est un chanteur de blues et il est aussi rapproché d'un autre chanteur qui s'appelle Tommy Roberts, je ne sais plus exactement. Et je ne sais plus lequel, je crois que c'est le deuxième qui est mort dans des conditions assez mystérieuses. Et en fait, il y a eu toute une légende autour de lui en disant qu'en fait, il avait vendu son âme au diable. Et que c'était pour ça qu'on n'avait pas retrouvé son âme. Ensuite, ouais, je parle rapidement juste de la référence au film Les Voyages de Sullivan qui passe au Majestic très bientôt, donc allez le voir si vous avez l'occasion. Je fais pas de pub, genre j'ai vraiment aucun intérêt à le faire. Donc en fait dans le film, le réalisateur, donc l'histoire du film en fait c'est un réalisateur qui qui fait des comédies et qui essaie de réaliser un film qui a pour titre Oh Brother Where Donc du coup la boucle est bouclée. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, alors la thèse dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, fait toute une... en fait, elle souligne l'importance du mythe, enfin des mythes plutôt dans ce film, et le fait qu'en fait, oui, c'est pas mal, le fait qu'on perde en fait nos repères en même temps qu'on les retrouve, c'est-à-dire que tout est complètement mélangé. Vous voyez la scène avec les lavandières qui reprend du Circé, qui reprend de l'Odyssée, qui reprend un peu tout comme ça. C'est une façon en fait de parodier l'imaginaire collectif et de jouer avec ça. Voilà. Bon, voilà, j'entends. Je vais parler vite fait des frères Cohen et du film. Vous connaissez les frères Cohen, j'imagine? Tout le monde? Quels sont les films que vous avez déjà vus? Je sais pas, même si ça fait longtemps. Fargo, ouais. Je regarde ce que tu as sur ta liste. Ouais, True c'est Grit, bon. ouais, c'est bon. Non, mais ça, c'est que des... Oui, je sais. Non. Oui? Si, c'est les Cohen. Oui, c'est... C'est tout? C'était quoi? Bernard. Ok. Et ça va, vous arrivez à avoir des ressemblances avec ce que vous voyez, genre des éléments récurrents, des traits de... La fuite. Non, mais c'est... Non, je sais, c'est vrai. Bah... Ah, c'est sûr que c'est un des seuls films où tu vas avoir Georges Clooney avec un barésie sur la tête. Hein, c'est pour ça que c'est le meilleur film de Clooney pour moi. Non, c'est vrai. Bon. Bah alors, sinon, qu'est-ce que vous en pensez de la fin? Avec le... Vous savez, là, il y a des fuites de l'eau, pas des fuites, il y a les lacs, c'était un lac, il me semble, non? C'était quoi? C'était le fleuve? Bah après, ça... ils allaient faire un réservoir, ouais, mais je n'ai pas vu. Le Mississippi est un lac, alors voilà, c'est une belle C'était géographie. Mississippi. Ah merde.
Ouais, j'ai pas vu le film du coup. Ouais, je crois que Ok, t'es bon pour ok, ça l'avoir. va. Ah, pour le fleuve, enfin pour la fin, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez trouvé ça un peu bizarre ou ils ont eu trop de chance? Qu'est-ce que vous en pensez? C'était annoncé dès le début, ils ont eu trop de chance, c'est Dieu. Ah, parce que. Voilà. Mais enfin, Bah, le truc c'est que et ça c'est vrai pour la majorité des films de Coen, on voit souvent un Deus Ex Machina. Bah, c'est Machina en latin, non? Merde. La deuxième fois que je dis merde. Ok. Et bah du coup, est-ce que vous voyez d'autres scènes dans d'autres films de Coen où il y a à peu près la même chose ou pas? Une espèce d'action divine qui vient sauver les héros dans un moment. Non. Voilà, il n'y a pas. Ah, vous avez vu Le Grand Saut ou pas? Le Grand Saut. Le Grand Saut. 1994, non. Bah, ok, si vous l'avez pas vu, je peux pas vous donner, mais en gros, toute l'idée du film, c'est que c'est une grosse Deus Ex Machina. Enfin, par exemple, tu as un mec qui se jette de 50 mètres et qui s'arrête en plein l'air et qui commence à parler avec des anges. Et voilà, c'est bizarre, mais c'est les Coen, donc c'est normal. Puis, The Barber, vous l'avez vu, 2001? Non, The Barber, enfin c'est... J'ai oublié le nom anglais, The Man, quelque chose. L'homme qui n'était pas là. Hmm. L'homme qui n'était pas là. Voilà. The Man Wasn't. The Man Wasn't There. Bah, là aussi, il y a on voit des éléments de Deus Ex Machina. Puis, dans ces films, il y a un mec qui s'appelle Tolliver. On découvre son cadavre dans un lac, mais c'est assez étrange parce que normalement les policiers, ils l'avaient cherché partout, ils l'avaient pas retrouvé. Après, c'est un petit gosse qui le trouve et c'est comme ça que le film. Enfin, c'est la fin du film. Et sinon, on peut parler aussi pour No Country for Old Men et puis aussi pour le film qui est sorti l'année dernière, il s'appelle Llewyn Davis. Est-ce que vous voyez un élément de Deus Ex Machina dans le film? Mais c'est un peu le même style au niveau de l'ambiance. Ah, c'est toujours le même style. Chez Coen, c'est toujours le même style. Mais l'idée, c'est que dans ce film, si vous voyez le personnage de Llewyn Davis, il fait, même s'il a un peu de talent, enfin, il n'a pas beaucoup, mais disons qu'il a un peu de talent, il fait rien pour sa carrière. Il fait toujours la même chose, il s'attend que des trucs tombent du ciel. Donc en gros, il s'attend à un Deus Ex Machina. Et c'est ce qui se passe quand il va voir l'agent Bad Grossman qui lui dit que voilà, t'es pas fait pour faire un truc solo et tout, t'es nul en gros. Et bon, on verra un peu plus tard, je sais pas si vous vous souvenez de la fin du film, mais il y a un chanteur assez connu qui vient. Bah c'est qui? Ah merde. Tu as pas vu? Ah ok. Merde. Bon, ok, d'accord, il y a un personnage connu, il y a un chanteur assez connu, et l'idée c'est que si tu as du talent, tu peux réussir. Sinon, voilà quoi, tu finis comme Llewyn Davis. Et puis c'est l'idée de comédie noire et de la violence qu'on voit dans tous les films de Coen, Le Grand Saut, le Fargo, bien sûr, No Country for Old Men, on voit des meurtres assez graphiques. Enfin, la violence est toujours là, et voilà, c'est pour mettre en manche un peu les États-Unis des années 40, 50, des années 30 aussi. Et ce qui est un autre élément, vous verrez que tous les films des frères Coen ont été faits dans les périodes des années 30, 40, 50. C'est la période aux États-Unis, cette période-là est connue sous le nom de cinéma noir, ou le néon noir plutôt, hollywoodien. Et les frères Coen, ils font une sorte d'hommage à cette période, et tous leurs films ont été tournés dans cette période. Puis il y a évidemment l'hommage au classique. Enfin, vous avez vu que dans le film Brother, ils font hommage à Homer, à James Joyce, tous les gens qu'ils ont écrits sur Ulysse. Et puis, c'est la même chose dans d'autres films. Puis, vous avez peut-être noté la pétition de phrases. Est-ce que vous avez vu genre une phrase répétée souvent dans ce film? On les fait comme des rats D'autres? en français. Ouais, ça va. Genre,
Bona fide. Oui. Bona fide. Ils l'ont répété genre 6 fois. Et c'est le même pour tous les films de frères Cohen. Genre, je sais pas, Fargo, il y a la meuf, le shérif, qui fait tout le temps « Oh yeah, oh yeah, oh yeah ». Bah, c'est un peu agaçant au bout du temps, mais... Oui. Mais ça va très bien avec la filmographie de Cohen, puisque les Cohen ils utilisent les mêmes producteurs, les mêmes montagiers, les mêmes producteurs de son, même, je sais pas, ingénieur son, ingénieur électrique. Ils utilisent toujours les mêmes personnages et les mêmes... pas les mêmes personnages, excusez-moi, ils utilisent toujours les mêmes personnes. Et ce qui est le cas aussi pour les acteurs. Vous avez vu qu'on voit souvent les mêmes acteurs dans les films de Cohen. Donc voilà. Et puis on revient à Robert encore une fois. Non, on revient pas à Homer. Je voulais avoir vos avis sur le film, votre scène préférée, celle que vous avez moins compris. C'est une question sur le titre. Comment ils sont arrivés à Oh Brother? Alors, je l'ai expliqué. Donc, en fait, c'est tiré des Voyages de Sullivan, c'est un film de Peter Struck, de 1941. Et en fait, dans le film, le réalisateur cherche à réaliser un film qui s'intitule comme ça et qui est tiré en plus d'un bouquin en fait qu'on aperçoit. Parce Mais ça, c'est de que, Samuel Bechstein. en fait, dans les Voyages de Sullivan, pendant tout le film, c'est un réalisateur qui fait des comédies débiles et qui est en train de se dire mais comédies débiles, c'est pas bien, il faut faire des films sociaux pour les gens, etc. Et du coup, pendant tout le film, il essaie de faire des films sociaux. Et du coup, il se retrouve dans une situation complètement comme dans le film. Il se retrouve emprisonné dans un bagne, il essaie de s'évader, il se retrouve dans plein de conneries comme ça. C'est ça. Et après, à un moment, et je ne veux pas dire la fin, mais en sortant de cette histoire, il se rend compte que ça ne sert à rien de faire des films sociaux. Parce que les gens qui en ont besoin, ils n'ont pas envie de voir des films sociaux. Les films sociaux, c'est juste pour flatter l'ego de certains bourgeois. C'est un film qui est très radical dans son approche. Et à la fin, du coup, le film qu'il veut faire depuis tout le temps au Brother, il décide de ne pas en faire un film social, il décide d'en faire une comédie. Et le film qui est là, c'est un petit peu le film qui finalement il fait. C'est le film que Preston Sturges fait. Parce que c'est un peu la méthode des Coen qu'il y a dans chacun de leurs films, c'est-à-dire. Et puis c'était dans leur période où c'était avant Lady Killer, c'était avant Intolérable Cruauté, c'était faire des films pour rire plutôt que pour réfléchir vraiment. Et c'est quelque chose qui leur tient à cœur, parce que pour eux, la réflexion passe forcément par le cinéma de genre. Et leur film d'avant, Barton Fink, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu, mais c'est exactement la même histoire que les Voyages de Sullivan. C'est un mec qui veut faire des cinémas sociaux et tout ça, et qui se rend compte qu'en fait, il le fait que pour lui-même. Et c'est beaucoup plus compliqué que dans les Voyages de Sullivan, c'est pas aussi clair. Mais en tout cas, Preston Sturges, si vous voulez, le Preston Sturges, c'est l'un des réalisateurs. On ne connaît pas assez, mais c'est André Bazin, le fondateur de la cinéphilie française, il disait que c'était le cinéaste le plus important américain avec Orson Welles. Et Preston Sturges, c'est l'influence définitive de tout le cinéma formaliste, d'après les années 60. Et les influences de Sturges, on le voit par exemple là dans Barton Fink, dans Brother, mais même dans des films comme Lady Killers, par exemple le gag du mec dans le tableau qui change de tête à chaque fois, ça vient des Voyages de Sullivan. Lady Eve, c'est l'influence directe d'Intolérable Cruauté. Et donc, vraiment, regardez les films de Preston Sturges parce qu'on connaît suffisamment, surtout en France. En France, personne ne connaît Preston Sturges. Aux États-Unis, il y a une renaissance critique qui commence vraiment à regarder les films, mais en France, on ne le regarde pas cette fois. Preston Sturges. On mettra les liens. Il y a aussi pas mal de clins d'œil, notamment au Magicien d'Oz dans le film. La scène du Ku Klux Klan, en fait, c'est un clin d'œil direct au Magicien d'Oz et une critique une espèce de clin d'œil au communisme aussi. C'est assez, c'est assez riche, c'est vrai. Oui. Pendant qu'un œil, ce que vous avez regardé, c'était quoi? Il y a une scène où ils sont jetés d'un magasin de chez, je sais plus, Boudoir, voilà. Est-ce que vous avez regardé, c'était quoi? Parce que j'ai clairement vu que c'était un œil à quelque chose. Je n'ai pas vu ce clin d'œil. Toi non plus, je crois. Non, je sais pas. La scène où il arrive, il se bat avec. Oui. Par contre, j'ai pensé au Magicien d'Oz aussi, quand ils prennent le guitariste noir. Ah ouais. Et là, il y a la Yellow Ribbon Picture de. Ouais. C'est le croisement des routes, ouais. C'est vrai que ça peut. Qu'est-ce que vous avez pensé de la vision de la politique qu'on nous offre dans ce film? Ah oui, mais c'était les années 30 aussi. Moi, j'aime bien le petit nain qui va balayer le
Oui, c'était un pléonasme, mais c'était voulu. Ouais, C'est commun aussi dans les films des Coen, il y a toujours une espèce de critique, et même dans l'After Eileen, pas toujours, mais souvent, quoi. C'est toujours un peu... Mais là, ce qui est génial, en fait, je trouve, c'est par exemple le papillot Daniel qui arrive devant la radio et qui dit bah non, je vais pas les serrer des mains, c'est la communication de masse maintenant. Enfin, il y a plein de petits clins d'œil comme ça. C'est pareil, genre le démarrage de la radio qu'on voit, enfin le démarrage plutôt l'essor de la radio aux États-Unis qui est très très bien illustré dans ce film. Moi, je trouve qu'au niveau ce qui est quand même assez terrible, c'est qu'on nous présente quand même des figures qui sont quand même racistes. Intégriste au possible, et que ça passe vraiment très très bien et qu'au final on s'en fiche un petit peu de ce qu'ils racontent. Ce qui est drôle, c'est juste de les voir se taper dessus et se battre pour avoir le nain le plus petit et les culs mouillés les plus divertissants. Donc, les culs trempés, pardon. Sinon, revenons un peu à la politique, vous avez vu qu'à la fin il y a... Comment s'appelait le le mec qui était favori de gagner les élections? Homer. Oui. Homer. Bah voilà, ce mec-là, vous avez vu qu'il était favori et tout d'un coup là, les mecs ils en veulent plus. Et ça montre un peu genre l'esprit américain, tout ce qui. C'est pour ça que pendant toutes les élections, disons les candidats, ils essayent de convaincre le plus de personnes connues, célèbres, genre des vedettes de cinéma ou des chanteurs, de s'aligner avec eux, de supporter la campagne électorale parce que c'est ce qui gagne les élections aux États-Unis. Donc c'est quand même une forme de populisme. On le voit avec l'espèce de truck qui passe avec le groupe qui chante et puis le petit nain et puis les slogans. C'est du pur populisme en fait là qu'on vous présente d'une part comme d'autre. Voilà, c'est typique américain. C'est sûr qu'ici en France ça marche pas parce que si Sarkozy il aurait eu, genre, je sais pas, M. Pokora, il aurait pas gagné. Il y a eu Yannick Noah, attends. Ah, Yannick Noah, ouais, j'ai oublié ça. Donc, il a eu Faudel et Yannick Noah, Sarkozy. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques, des critiques, des clins d'œil que vous auriez vus et qu'on a... J'ai une question. Le personnage qui tient la radio, est-ce que c'est un symbole de quelque chose ou c'est un personnage, c'est une figure? Il est encore aveugle. On a réfléchi, mais... Ouais. C'est encore un... C'est assez particulier. Je sais pas si c'est un clin d'œil, mais la scène du coup tout ça, c'est on voit le chanteur de Bible, et à un moment on croit que comme dans l'Odyssée, il va lui poser son ennemi, et au final il ne le fait pas. Exactement. À chaque fois qu'il tente des trucs, des références à Ulysse, ça marche pas. Tu vois, il va occuper sa femme, ça marche pas. Et c'est peut-être justement... C'est une comédie. En plus, c'est le style des Coen. C'est ça, c'est peut-être en fait... Justement, la parodie, elle est là, si tu veux, c'est que Ulysse, on voit, il est astucieux au moment où il va couper les fils qui retiennent la croix. Bon, c'est quand même, comme il dit, c'est lui qui a la capacité d'abstraction dans le groupe, avec les deux autres. Et en plus, je sais pas si vous avez noté, mais genre, un de ses potes qui s'appelait Dalmer. Avec l'accent du sud, ça se prononce comme Dahmer, qui fait plus con, Dahmer. Donc voilà, je pense que ça peut être un clin d'œil aussi. Il y en a plein, il y en a. Oui, c'est vrai, on va revenir. Oui. Mais je peux. Je crois qu'il dort. Mais il est là, ça va. Ça réveille. Ouais. C'est lui qui diffuse. C'est lui qui diffuse en fait le message, la musique, les chants et en partie l'éducation. Parce qu'il y a certaines histoires de l'Odyssée où Homère se retrouve à la fin. Il y a certaines histoires qui sont venues après l'Odyssée, on raconte qu'Homère est dans le banquet à la fin où tout le monde se fait massacrer et qu'il est là et qu'il est le seul survivant et que Ulysse lui dit tu raconteras l'histoire et qu'Homère vient de là. C'est pas le truc traditionnel, mais c'est des histoires qui ont été faites après. C'est lui qui découvre, qui va diffuser en fait les chants et le message éducatif, pédagogique, si on en voit un quelque part. Par rapport aux références là de l'Odyssée qui foire à chaque fois, je pense que c'est justement dans la manière de faire à chaque fois des films de Coen. C'est-à-dire que Coen, chacun des films de Coen est bourré de références. Il suffit de voir Inside the Universe ou Cyrus Man, que ça soit à la fois des culturels ou bien philosophiques, etc. C'est bourré. Mais en fait, ils utilisent comme des fausses pistes parce que ce qu'ils intéressent, c'est vraiment faire du cinéma de genre,
du cinéma qui nous entraîne. Et comme tu dis, il prend Ulysse, mais pour en faire une comédie. C'est-à-dire qu'il prend Ulysse, l'épopée qui devrait être soit épique, soit romantique, mais il en fait complètement autre chose, il en fait une comédie. Et en particulier, il le rattache, comme tu dis, au film d'évasion. Il le rattache, et puis en particulier dans celui-là, le comédie de mariage aussi, qui est le genre des années 30 et qui est très important par rapport à la Grande Dépression, ce thème de la réconciliation. Et donc le fait de prendre l'Odyssée pour après le mener complètement vers autre chose, ça fait partie de l'ADN du cinéma des Coen, c'est-à-dire c'est de prendre des références et les dynamiter pour montrer que c'est des fausses pistes. C'est comme le chat de Schrödinger ou bien la théorie de l'incertitude. C'est juste pour nous montrer que de toute façon c'est pas l'important, qu'il restera toujours un mystère dans ces références, que notre imaginaire est un mystère pour nous qu'on doit toujours continuer à percer encore et encore. C'est le thème de la finité de la quête. Et dans Brothers, c'est typiquement ça, à travers cette histoire. Et comme je vous ai dit, on va prendre des repères pour justement montrer au spectateur qu'il y a des choses qu'il est capable de reconnaître et d'identifier, mais pour l'amener complètement à autre chose et le perdre à nouveau. Et c'est là qu'on a tout ce mélange autour de l'Odyssée, des contes. Moi, je ne sais pas, par exemple, mais la scène où le vendeur de Bibles va finalement les détrousser, ça m'a un peu fait penser au corbeau et au renard qui lui dit à la fin, je te pique ton bien, mais t'as appris ta leçon maintenant. Donc, je sais pas, moi ça m'a tout de suite fait penser à ça quand je l'ai vu, mais c'est vrai que c'est pareil, vous avez un imaginaire collectif américain autour du Sud, enfin du Sud profond, comme on l'appelle, autour du Sud profond, autour de la dépression. Et là, en fait, on va jouer avec tout cet imaginaire collectif pour complètement en faire quelque chose de délirant. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que justement les Coen, on sent qu'ils sont plus à l'aise avec le conte, avec la fable, qu'avec Ulysse, etc. Ils essaient à tout prix de prendre la référence d'Ulysse pour après le tirer vers autre chose, vers la fable, vers le conte, les trois petits cochons, le petit pouce, etc. Les trois petits cochons, c'est vrai? Ouais, avec les trois, et puis aussi et puis surtout, c'est très intéressant parce qu'ils prennent l'Ulysse et ils prennent, comme tu dis, les chants, etc. Et ils en font une comédie musicale. Il n'y a pas plus hollywoodien, il n'y a pas plus ludique, il n'y a pas plus bête en apparence qu'une comédie musicale. Et c'est exactement le contraire du genre grec. C'est ça. C'est la culture la plus populaire, la plus vulgaire pour aborder la culture la Et en même temps, on voit à quel point la musique sert le propos. C'est juste génial de faire attention aux paroles et de se rendre compte que c'est complètement ironique ou complètement moqueur. Pourquoi vous avez c'est pas du tout contraire à la culture grecque, puisque les guerres de lycée étaient étudiées par un pays grâce à des saltimbanques qui racontaient l'histoire en chantant. Oui, mais... non, mais le style, l'effet narratif, tout. C'est l'effet narratif, c'est pas du tout le même genre d'effet narratif entre... C'est moins recherché que les Alexandrins de... C'est quand même moins recherché dans la forme que les Alexandrins d'Homère. Bien sûr, tu voulais dire... Pourquoi vous avez choisi ce film plutôt qu'un... Enfin, est-ce que ce film... Merci Sarah. Non mais on voulait diffuser un film de Coen et... Auxquels autres vous aviez pensé? Comment il s'appelle? Les films de Coen. Le Grand Saut. Non, le premier film auquel Le Grand Saut. Le Grand Saut. Le Grand Saut, ouais. On voulait vous faire le Grand Saut, sachant qu'au moment où... Ouais, on voulait vous faire le Grand Saut. Sachant qu'au moment où on a pensé à ce film, en fait, il y avait Le Loup de Wall Street. Et c'était un super parallèle, en fait, entre les deux films. Quoi? Eh ben non, voilà, ce sera pour... je sais pas. Ouais. Enfin, il y avait aussi le choix entre d'autres films de Coen, mais on s'est dit des films du type Fargo, No Country for Old Men, vous avez tous vu, donc du coup, on aurait pu choisir un film un peu moins connu. Qui avait déjà vu le film avant de venir? Celui-là. Ah oui, quand même. Ça va, non, ça va. Non, me dis pas quand même, il y en a 4. Bah oui, 4. Ils sont venus. Est-ce qu'il y a d'autres remarques tant qu'on y est? Alors, oui. Non, justement. La meuf là, c'est une salope. Ça n'a rien à voir. Ça va, ça suffit. Non, c'est vrai. En plus, je suis en caméra. Ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il y a certains analystes qui disent que notre Penny du film serait en fait un... Quoi? Il y a vraiment des cochons dans le coin. Parce qu'elle est notre Penny. Tu te reconnais, Mathilde? En fait, Penny, dans le film, serait en fait un mélange entre Circé et Pénélope. Non, je crois que... C'est pas grave, elle s'en remettra pas. On l'a perdu. On l'a perdu. On l'a perdu.
Parce qu'en fait, Mais- Circé, elle est assez castratrice. Est-ce que Mathilde va réagir? Non, tout va bien, je peux continuer. Donc, en fait, oui, Pénélope, elle a quand même, elle attend son mari dans l'Odyssée, alors que là, on voit que, elle lui dit qu'il vaut rien du tout et qu'elle va pas hésiter à se remarier s'il lui retrouve pas de bague. Donc, Mais il y a non, certaines, Pénélope, elle est pas aussi. il y a certaines versions ultérieures de l'Odyssée à nouveau où Pénélope l'a pas attendu. Et d'ailleurs, il la répudie quand il y revient. Bah, James Joyce. Ouais, James Joyce. Oui, on parlait à la différence aussi, c'est que justement, lui, le héros, il se prend pour Ulysse. Alors qu'il n'est pas du tout un héros. Il n'est pas du tout aussi actif, il n'est pas proactif comme Ulysse. Justement, c'est plus un héros de comédie, c'est un héros comique et c'est pas un héros épique. C'est-à-dire que c'est un héros de pure action qui réagit n'importe comment à son environnement. Et moi, ce que je trouve génial, c'est la façon dont les filles le descendent, en mode ah, t'es vivant, mais tu sers strictement à rien, t'étais mieux mort. Et... elles sont quand même géniales. Ah oui. Ok. Voilà. D'autres remarques? Christy, ton t-shirt, il est couleur éditoriale, c'est un peu... Ah oui, j'avais pas noté. C'est pour mieux se fondre dans le décor.